Bonsoir et bienvenue, Madame, Messieurs, dans ces nouveaux numéros des semaines en 45. La conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO en sigle, et l'Église du Christ au Congo, ECC, et d'autres confessions religieuses, faudrait le préciser dorénavant, ont annoncé le lundi dernier la tenue prochaine d'un dialogue politique national réunissant le principal force vive de la République démocratique du Congo, avec comme objectif de favoriser une sortie des crises par la concertation entre fils et fils de la République démocratique du Congo pour le camp de la majorité présidentielle, l'opposition politique et l'opposition armée. Et aussi, il faut signaler que selon les initiateurs de ces dialogues, les conclusions qui en découleront seront directement soumises au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans une démarche qui se veut sans partisane et une démarche résolument nationale. Le tandem SENCO-ECC et les confessions religieuses et la coalition interconfessionnelle pour la paix, CNI, ont lancé un appel solennel aux autorités congolaises et aux acteurs politiques et à la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre d'un processus national et inclusif de paix articulé autour d'une feuille de route en 4 étapes majeures. Avec moi dans ces plateaux pour découdre de cette actualité en République démocratique du Congo, Évariste Tshiswaka, communicateur et cadre du parti Orange, Union sacrée de la Nation. Évariste, bienvenue dans Semaine en 45. Merci, cher Jean-Rifin. Je salue tous les téléspectateurs ainsi que tout le cadre et membres du parti Orange. Et aussi en face de vous, Faustin Simanga, communicant et cadre LGD, parti cher à Matata Pogno. Faustin Simanga, bienvenue dans Semaine en 45. Merci beaucoup pour votre invitation. Et voilà, ces projets que les esprits lucides avaient découverts dans le pacte pour le bien vivre ensemble, pacte que vous voulez mener dans le temps, seul la SENCO et les CC. Aujourd'hui, nous voyons qu'ils ont eu à fédérer toutes les confessions religieuses pour mener à bien ces tandems. Et pourquoi pas dire, ces tandems vient d'être couronné par l'ensemble des confessions religieuses qui tiennent à la légalité institutionnelle. Pour en découdre, Faustin, Évariste Tshiswaka, vous êtes du pouvoir en place. Quelle est la part ou quelle est votre approche par rapport à ces dialogues? Le parti, évidemment, Orange, vous êtes pour ces dialogues ou vous vous inscrivez en contre? Merci beaucoup, cher Jean-Rifin. Je pense que à titre de rappel, nous, le parti Orange, l'année 2024, précisément au mois de septembre, nous avions lancé des consultations en vue de la cohésion nationale, donc c'est-à-dire appeler les acteurs politiques, les acteurs de la société civile à se mettre autour d'une table pour parler des intérêts de la République, parce que nous croyons que c'est les dialogues ou encore seule la mise en commun des intérêts peut permettre à ce que nous puissions avoir une paix durable. Si nous avons eu cette pensée d'initier ces consultations, c'était parce que nous étions en une situation critique sur le plan sécuritaire. Il y avait une crise sécuritaire qui guette notre pays. Alors nous étions dit, la seule voie pour nous, c'était que tous les acteurs puissent se mettre autour d'une table pour parler, discuter de l'avenir de la République. Mais cher Jean-Rifin, il faut considérer que depuis 2024, jusqu'à ce jour, les circonstances ne sont plus les mêmes. La situation a beaucoup évolué et il faut maintenant que nous puissions encore... Évoluer en bien ou en mal? Nous pouvons dire sur le plan sécuritaire, la situation a évolué à mal parce que quand nous avons lancé la consultation, Goma n'était pas encore tombé, n'était pas encore entre le main de rebelles et Bukavu non plus. Alors aujourd'hui, la situation, effectivement, parce que Bunagana c'est depuis 2023, 2026, si j'ai une bonne mémoire. Alors aujourd'hui, la situation telle qu'elle se présente, il est évident que les Congolais doivent parler, mais qui doivent se mettre autour de la table pour parler? C'est aussi une question cruciale.
on doit parler avec qui, effectivement. Alors, nous disons aujourd'hui, on doit se mettre autour de la table avec les Congolais épris de paix. On doit se mettre autour de la table avec des Congolais qui ont le patriotisme, qui portent l'amour du Congo, qui portent les intérêts du Congo. Et non se mettre autour de la table avec des personnalités ou des individus qui défendent les intérêts des étrangers. Là, c'est la question même, le soubassement même de ces dialogues. Si on doit se mettre autour de la table, mais c'est avec qui et pourquoi? Parce que je vous rappelle que le chef de l'État, depuis son accession à la magistrature suprême, il a toujours été ouvert à parler avec tous les Congolais. Raison pour laquelle, pendant son premier mandat, il y avait Katumbi qui avait coalisé avec le chef de l'État pour diriger. Katumbi était dans le gouvernement. Il y avait les autres qui étaient là. Et aujourd'hui, il y a Martin Fayulu qui était allé voir le président de la République, bien sûr qu'il n'est pas dans le gouvernement. Aujourd'hui, nous avons Mouzitou qui est dans le gouvernement. Est-il toujours de l'opposition? Puisque plusieurs voix disent qu'il n'est plus dans l'opposition. Plutôt, il a traversé de l'autre côté. Ce ne sont pas des individus qui déterminent si vous êtes dans l'opposition ou pas. C'est d'abord votre statut en tant que parti. Vous définissez votre camp. Aujourd'hui, Mouzitou vient d'intégrer le gouvernement venant de l'opposition. De même que Moutamba aussi avait intégré le gouvernement, il était membre de l'opposition, il a intégré le gouvernement. Aujourd'hui, on peut se poser la question par rapport actuellement si Mouzitou est toujours dans l'opposition ou pas, parce qu'il est maintenant dans l'équipe dirigeante. Mais sinon, il vient, c'est un élément qui vient de l'opposition, qui vient fraîchement de l'opposition, qui a intégré le gouvernement qu'on avait prétendu d'être de large union nationale. Donc les chefs de l'État restent toujours ouverts à parler avec tous les Congolais. Et les chefs de l'État ne refusent l'audience à aucune personnalité congolaise. Donc, nous allons venir par rapport à la position du chef de l'État, mais Faustin Simanga, pourrions-nous dire qu'il y a crise politique en République démocratique du Congo pour évoquer ces dialogues inclusifs, ces dialogues nationaux inclusifs? Non, mais sur ces questions-là, il y a consensus. Et c'est clair qu'on est en crise politique depuis plusieurs années. Et la crise est exacerbée avec la prise de Goma. Vous le savez qu'il y a plusieurs Congolais qui ne sont pas d'accord avec la gouvernance chaotique de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Depuis qu'il est à la présidence de la République, nous partons des crescendo en marche, en reculant, pour dire sur la situation socio-économique notamment. Il a oublié le social et pour couronner le tout, il a perdu des grands pans de notre territoire. Voyez-vous, donc on est en crise politique, on est en crise sociale, on est en crise sécuritaire. Ça, c'est un consensus sur ces questions-là. La réalité ou la nécessité d'un dialogue s'impose aujourd'hui à tous. Même s'il y a à l'Union dite sacrée les faucons qui estiment que le dialogue ne serait pas une bonne option et ceux qui sont beaucoup plus modérés, comme le parti Orange, estiment que le dialogue est la seule voie à suivre pour arriver à un consensus qui permettra aux Congolais et aux Congolaises de pouvoir bien vivre ensemble. Heureusement d'ailleurs qu'il y a eu nos pères spirituels qui ont proposé et qui ont présenté une solution à la classe politique notamment. Vous approuvez pour pouvoir sortir. Le projet tandem Senko et CC Confession? Non, mais écoutez, notre parti politique Leadership et Gouvernance pour le développement a toujours été pour le dialogue. Et dans son dernier communiqué, il a réitéré son appel au dialogue proposé par l'ECC et la Senko. Aujourd'hui, il y a une autre composante qui a rejoint ces tandems-là. C'est les autres confessions religieuses qui avaient estimé qu'ils étaient à marge de l'initiative proposée par la Senko. Avec la recommandation de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont été intégrés. Et c'est là pour dire que le pacte social pour le bien vivre ensemble, cette initiative-là, a pour vocation de pouvoir fédérer les sensibilités des Congolais. Et là, je pense que cette proposition-là était à la preuve de l'effectivité de l'inclusion qu'ils sont en train de présenter. Et là, il y a une autre frange de pères spirituels qui ont été intégrés dans les processus. Et comme pour dire que tous les Congolais doivent se retrouver autour d'une table. Il y a aujourd'hui plusieurs camps. Il y a les pouvoirs en place, il y a l'opposition non armée et l'opposition armée qui doivent tous se retrouver autour d'une table pour trouver un consensus qui nous permettra d'arriver vers le pacte social de paix pour les bien vivre ensemble. Mais c'est là où les bas blessent, où il faut intégrer l'opposition armée
Il y a plusieurs voix même au sein de ces confessions religieuses qui disent qu'il ne faudrait pas dialoguer avec l'opposition armée. Alors que de l'autre côté, c'est passe de pourparlers à Doha. Quelle est votre approche? Mais vous pensez réellement qu'on arrivera à la paix sans intégrer les Congolais qui ont choisi une forme de revendication et qui ont choisi d'autres voies que celle d'être non armés? Vous approuvez? Mais écoutez, je ne sais pas pourquoi vous pouvez estimer que nous ne devons pas approuver les initiatives qui partent vers la quête de la paix. La paix est essentielle. La volonté d'avoir une paix s'impose à tous. Pour arriver à la paix, il faut que tous les Congolais soient intégrés. De la même façon qu'aujourd'hui, le père spirituel qui n'était pas intégré au départ à l'initiative de l'ECC et de la SENCO soit intégré, c'est de la même façon qu'il faille intégrer d'autres Congolais qui ont choisi d'être beaucoup plus radicaux sur leurs revendications, notamment en prenant les armes. Il faut les écouter, les approcher, parler avec eux. Il y a un pas qui a été fait à Doha, mais par une certaine volonté machiavélique de pouvoir contourner l'idée d'un dialogue national. On a vu que cette initiative malicieuse qui a été initiée par l'Union dite sacrée n'a pas abouti à la paix parce que ça a été, ça reposait pas sur une réelle volonté de pouvoir construire les couloirs qui pouvaient amener donc, à la paix. À la va-vite en 30 secondes. Non mais écoutez... On n'aurait pas dû avoir ces pourparlers de Doha. À l'époque, nous le disions que Doha n'allait pas produire grand-chose, Washington non plus. On est en train de stagner parce qu'on a mal procédé. Okay. La mauvaise bonne solution qui a été choisie par l'Union du Sacré nous a mené à cette situation du statu quo. Il faudrait en sortir le plus vite possible en choisissant de créer au niveau interne un consensus qui pourra permettre à ce que nous puissions vivre ensemble. Merci Faustin Simanga. Évariste Chiswaka, libre à vous de rebondir sur tout ce qui a été dit, mais l'archevêque Dodo Kamba, il s'est prononcé par rapport à ces formats de dialogue national inclusif. Pour lui, il est contre ces formats, il dit que c'est un format biaisé. En même temps, il parle d'un piège que le tandem SENCO-ECC pourrait tendre au pouvoir en place. Il s'insurge aussi contre l'opposition armée à prendre part à ces dialogues nationaux inclusifs prochains. Et quelle est votre position? Pensez-vous que Dodo Kamba a raison de tenir ses propos, dire que c'est un format biaisé, tout en épinglant sur le piège et l'agenda caché du tandem SENCO-ECC? Merci beaucoup, cher Jarifan. Permettez-moi d'abord de m'insurger contre l'appellation opposition armée. Ok, allez-y. Qu'est-ce qu'on considère comme opposition armée? C'est l'AFC M23 qui doit être considéré comme une opposition armée? Je pense non. Nous connaissons tous l'histoire même du mouvement M23. Et ce mouvement M23, selon l'histoire, c'est un reconverti en un parti politique qui était la CN2P. Voilà. Ouais. Aujourd'hui, on ne peut pas considérer le M23 comme l'opposition armée. Donc le M23, c'est un mouvement rebelle qui n'a pas de statut juridique en République démocratique du Congo. Alors si on doit... Sont-ils de Congolais au moins ou ils ne sont pas de Congolais? Là aussi, il faut apporter la précision. La précision que je vais vous apporter, que le M23, c'est un mouvement rebelle congolais, mais qui ne contrôle pas que des Congolais. Parce qu'il y a des étrangers du Rwandais au sein de ce mouvement M23. Donc là, ça doit être clair. Donc arrêtons de considérer l'AFC M23 comme une opposition armée. C'est un groupe rebelle. Ce sont des terroristes. Donc ils n'ont pas un statut juridique en RDC. Raison pour laquelle je disais, on doit se mettre autour de la table pour parler, mais parler avec qui? Parce que moi, je trouve en quoi les intentions de ces mouvements AFC-M23 dans l'accord de Doha, je ne trouve pas que les dialogues pourraient apporter un issue favorable avec ces M23, au vu de leurs revendications. Ils revendiquent nos terres comme si elles n'étaient pas des Congolais. Ils revendiquent la gestion, mais la gestion, c'est mort dans les Kivu. Les partis occupés. Partis occupés. Et ils pensent, si ces mouvements M23, Nanga et les autres, pensent que Tshisekedi gérait mal. Donc Tshisekedi gère mal que la partie orientale et la partie occidentale, la partie du centre. Si c'était un mouvement avec des aspirations de la bonne gouvernance et de la bonne gestion du pays, ils allaient parler de la gestion entière du pays et non se concentrer sur une seule partie.
Parce qu'on croit même leurs intentions dans l'accord de Doha. C'est comme si le parti à problème, ce n'est que la partie orientale. Donc, dans leur esprit, moi, je suis en train de voir un groupe des individus qui sont en train de vouloir rendre effectif ce qu'avait dit l'héros national, Patrice Emery Lumumba, je cite ici la balkanisation. Nous sommes en train de travailler pour la balkanisation du pays et je vois que tous ces acteurs politiques qui sont à côté de ces mouvements, qui sont en train de soutenir ce mouvement, sont dans cette lignée de vouloir balkaniser le Congo et c'est ce que nous ne voudrons pas. Raison pour laquelle je me dis, même aujourd'hui se mettre autour de la table avec ces mouvements rebelles, il n'y aura pas d'issue favorable. Donc, vous êtes contre que ces groupes armés, comme vous venez de le dire, puissent intégrer le dialogue national inclusif? Écoutez, nous avons eu l'accord de Washington, qui demanda au Rwanda d'arrêter son soutien au M23. Et nous avons eu aussi la déclaration de principe de qui demandait le cessez-le-feu. Qui demandait le cessez-le-feu. Est-ce que ce groupe a cessé le fait? Il continue à tuer nos frères à l'Est. Mais c'est disons des Congolais. Et qu'est-ce qu'ils veulent justement? Et quand vous suivez leurs intentions à Doha, c'est comme s'il faudrait qu'on leur laisse la partie orientale, que cette partie soit gérée par Nanga et ses... C'est d'ailleurs l'un des points saillants dans ces projets de paix. Effectivement. Alors, vous voulez qu'on se mette autour de la table avec ces groupes pour discuter quoi? Pour discuter la gestion de la partie orientale. Je pense que mon ami, mon frère Tshimanga va me rencontrer. Parce que moi, je suis pour le dialogue, mais on doit dialoguer avec qui? Écoutez, le piège avec la Senko, cher Jean-Rifin. Allez-y, je vous rappelle que l'Église catholique ne doit pas se dire une institution politique. C'est une institution hautement politique. Moi, je considère l'Église catholique comme une institution hautement politique. Parce que depuis l'époque coloniale, l'Église catholique s'est constituée parfois à un groupe de pression. Là, il faut le dire. Parfois, l'Église catholique est un groupe de pression. Si nous prenons, après l'indépendance, la gestion de Mobutu de 1965 jusqu'en 1997, regardez le rôle que l'Église catholique a joué. Ce n'est pas seulement un rôle de l'Église, c'est-à-dire l'Église, nous avons la mission principale de l'Église, mais l'Église catholique n'est pas restée dans sa mission principale, mais l'Église catholique était à tout moment en train de s'ingérer dans la politique. Et si vous analysez, on n'a pas eu, ce n'est pas le premier dialogue qu'on va avoir avec l'Église catholique. Il y en a eu quand même. Et regardez dans l'historique, vous allez vous rendre compte que tout le pourparler, tout le dialogue avec l'Église catholique n'ont pas donné un résultat escompté. Personne ne va me contredire sur ces plateaux. Et si vous voyez, si nous allons en 1991, 1992, avec la conférence nationale souveraine, vous avez vu ce qui s'est passé. Est-ce qu'on peut dire que l'apport de l'Église catholique à la conférence nationale et souveraine était satisfaisant pour les Congolais? Je pense non. Nous sommes en 2002, en 2002 avec les dialogues intercongolais. Qu'en était le fruit? Nous venons avec nous en dirons autant. Ce dialogue qui a eu beaucoup d'influence, c'était le dialogue de Saint-Sylvestre. Je crois que c'était en 2016. Regardez ce qui s'est joué. Ça finit par quoi? On a fini par débaucher quelqu'un qui était dans l'UDPS pour enfin aller représenter l'opposition au pouvoir. Et si on doit aller au dialogue... Merci Évariste. Vous avez en tout cas pris tout le temps que j'ajouterai un peu chez Faustin, puisque vous avez dépassé un peu. C'était 5 minutes, j'en ai parlé pendant 3 minutes. Vous avez eu à dépasser, rassurez-vous que je regarde la montre. Faustin, libre à vous de rebondir, mais vous proposez le dialogue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition ne peut pas proposer autre chose que les dialogues? Est-ce qu'en allant au dialogue national inclusif, ça va rétablir la paix en République démocratique du Congo et ça va cesser les armes dans la partie Est? Aujourd'hui, la RDC est en train d'être conduite au gré des vagues. Il n'y a aucune vision. Il n'y a pas de leadership éclairé pour permettre à ce que ces pays puissent retrouver son chemin des grandeurs. Ok. C'est comme ça que ceux qui se souviennent,
pendant la période de campagne électorale, le programme que nous avons défendu, c'était renouer avec notre destin des grandeurs. Pour renouer avec notre destin des grandeurs, il faut pouvoir se parler. Dans une situation, beaucoup pourront trouver des euphémismes pour pouvoir diminuer la gravité de la situation dans laquelle nous vivons. C'est inconcevable que nous puissions vivre depuis près de 6 mois sans que le pouvoir central puisse avoir les contrôles sur 2 plus grandes villes, parmi les plus grandes villes de la RDC. Pendant que, à la remise et reprise avec le président honoraire, Joseph Kabila Kabange, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avait hérité d'un pays entier, un pays uni, où Bunagana malgré les poches d'insécurité. Les poches d'insécurité existaient, j'en conviens, mais Bunagana n'était pas prise, Bukavu n'était pas prise, Goma n'était pas prise. Aujourd'hui, le président Félix est dans l'incapacité de pouvoir sécuriser le peuple congolais, ni de récupérer Goma et Bukavu. D'où il faut se mettre autour d'une table pour pouvoir échanger autour des causes profondes qui ont causé cette crise. Et c'est ces dialogues qui feront en sorte que le président puisse récupérer ces villes occupées. À l'issue d'un échange entre Congolais, ne vous arrêtez pas sur le concept de dialogue. Je vous dis que c'est un moment de conversation entre Congolais, un moment de réflexion entre Congolais pour que nous puissions en sortir avec une vision. Nos pères spirituels ont proposé l'horizon que nous devrions arriver au plus ou moins à un développement. Ils ont posé l'horizon 2060. Et vous allez vous rendre compte que c'est l'horizon du centenaire de notre indépendance. Nous ne pouvons pas continuer à avancer vers nos centenaires sans avoir une vision claire concernant le développement de notre pays. Il y en a qui ont fait près de 27 ans à l'opposition avec les méthodes que nous avons tous constatées, qui ne sont pas assez préparés visiblement au vu de la situation que nous vivons. Ils n'étaient pas assez préparés à la gouvernance. C'est toutes ces questions-là qu'il faudrait échanger entre les Congolais. Vous pouvez appeler ces cadres d'échange-là dialogue si vous voulez, forum si vous voulez, mais l'idée est que la société est dans les besoins de se parler pour que nous puissions établir une vision qui pourra permettre à ce que la République démocratique du Congo puisse retrouver son chemin de la grandeur qu'il a perdu depuis près de 7 ans aujourd'hui. Voyez-vous, donc il faudrait considérer que la situation est grave. Ne pas continuer avec une rhétorique de pouvoir diaboliser les pères spirituels. Et moi, je me risquerais même de vous dire, s'il n'y avait pas l'Église catholique, s'il n'y avait pas les confessions religieuses, je pense que ces pays allaient sombrer dans un chaos plus que ce que nous sommes en train de vivre. Donc ce sont eux qui ont tenu un peu ces pays en une minute. Non, mais il faut remarquer, non seulement ils ont tenu les systèmes éducatifs, il faut le dire, que les réseaux du système éducatif congolais est entièrement géré par l'Église catholique notamment, et même certaines églises qui sont en train de revendiquer une certaine adhésion à cette initiative, ils ne gèrent pas aussi bien les activités de leurs propres églises comme le ferait l'Église catholique. Je ne suis pas en train de défendre l'Église catholique en tant qu'institution, mais nous ne pouvons que constater l'efficacité de gestion de l'Église catholique dans plusieurs secteurs. Vous avez les secteurs de l'éducation notamment, et même dans la gestion des affaires civiles, vous allez vous rendre compte que l'Église catholique gère mieux que les églises des réveils. C'est un fait. Et les églises des réveils sont souvent dans des scandales. Ce n'est pas un secret pour personne. Et c'est là, il faut le dire, c'est tout ça que nous devons développer comme conscience. Parce que dialoguer, c'est aussi se dire la vérité. Il faudrait que, 30 secondes. Il faudrait que les pasteurs qui réclament une certaine adhésion à l'initiative SCC 5O puissent aussi apprendre à d'abord gérer leurs propres églises. Parce que vous allez remarquer que quand on ordonne les pasteurs notamment, il y a un verset, vous allez retrouver, vous êtes chrétien, où on précise que celui qui doit conduire doit être capable de pouvoir gérer d'abord sa propre famille. Et si vous voulez gérer les questions de la nation, il faut d'abord arriver à gérer sa propre église. Et vous avez cité les noms que je ne vais pas répéter, d'un pasteur où on ne sait pas exactement où c'est tout son église, mais il veut quand même conduire les affaires de l'État. Donc vous remarquerez que il faudrait crédibiliser l'initiative proposée par l'ECC et la 5O et pouvoir permettre à ce que les sensibilités se mettent autour d'une table pour que nous puissions sortir de cette crise par les hauts. Si on suit la logique de l'union du sacré, nous allons sombrer dans les chaos.
Agenda caché, Évariste Chiswaka, comme disait Dodo Kamba, format biaisé, mais nous voyons là que dans cette feuille de route que le tandem a eu à proposer, il parle successivement du mois de la paix, du dialogue des experts. Il parle aussi du dialogue politique ainsi que de la conférence internationale sur la paix et le bien vivre ensemble dans la région des Grands Lacs où le président de la République sera même invité à prendre part et toutes les résolutions seront soumises au président de la République. Est-ce que peut-on toujours dire que c'est un format qui ne tient pas et c'est un format qui va sombrer les pays? Vous savez, la seule personne responsable de la gestion de ce pays, c'est le président de la République qui est le garant de la nation. Là, on doit les rappeler. Et aujourd'hui, la mauvaise gestion, s'il y en a, cette mauvaise gestion sera reprochée par l'Église catholique, mais ça sera plutôt reproché au garant de la nation. Alors, il faudrait que le tandem Senko et SCC comprennent qu'il y a un garant de la nation, celui qui doit engager la République. Ce n'est pas leur responsabilité. L'Église a une responsabilité. La responsabilité première de l'Église, c'est le salut des âmes. Et la responsabilité seconde, c'est au niveau du social. Mais l'Église catholique, si aujourd'hui on doit se regarder en face, l'Église catholique a co-géré avec Mobutu. L'Église catholique a co-géré avec Kabila. Est-ce qu'ils peuvent aujourd'hui accepter le bilan chaotique que nous avons hérité? Mais ils n'étaient pas dans le poste de commande. Comment ils ont eu à co-gérer? Écoutez, ils n'étaient pas dans les forces de commande, ils n'étaient pas au commandement. Mais écoutez, en 2002, le dialogue intercongolais, c'est avec l'Église catholique. En 2016, dialogue de Saint-Sylvestre, c'est avec l'Église catholique. Je vous ai posé la question des médiateurs. Si Tumanga pouvait me donner, quel a été le bilan de tous ces dialogues? Je pense qu'il va vous répondre. Depuis 1991-92, avec la conférence nationale sur le c'est là où l'Église a commencé à s'impliquer totalement dans le choix de l'État. C'est pourquoi je toujours dis à ceux qui disent que l'Église est apolitique, dites que l'Église est apolitique, c'est peut-être l'Église, là où moi je prie, hein, l'Église de la Borne, c'est une Église apolitique. Mais l'Église catholique est hautement politique. Vous n'avez jamais entendu mon pasteur aller chercher des dialogues ci et là. Mais l'Église catholique est politique. Et quand on doit parler d'Église catholique, on doit parler de ça comme un acteur politique. Mais hormis l'Église catholique, il y a aussi l'Église protestante, il y a d'autres confessions religieuses. Pourquoi seulement martyriser les catholiques? C'est question de faire la majorité, mais l'Église catholique, bien qu'elle n'est plus majoritaire, donc il faut faire un peu le contrepoids, il faut avoir l'Église protestante qui sont un peu de malmenés comme ça, de conduire comme nouvelle. C'est le plan de l'Église catholique. Partagez-vous au moins l'avis de Faustin Simangakon? Il dit que s'il n'y avait pas l'Église catholique en République démocratique du Congo, les pays allaient dans un sens sombrer. Alors, disons ceci. Pour paraphraser ce que tu m'en as dit, moi je dirais en d'autres termes, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est aussi le fruit de l'Église catholique. Comment? Parce que autrement, c'est ce qu'il a dit. Si l'Église catholique ne s'était pas n'était pas entrée dans la danse, ou l'Église catholique ne jouait pas la médiation, le pays aurait sombré. Donc si aujourd'hui nous sommes ce que nous sommes, c'est parce que l'Église catholique avait joué la médiation. C'est ce que moi je paraphrase, ce que tu m'en as dit. Allez-y. Donc, s'il faut répondre à votre question, cher Jean-Rufin, l'Église catholique, les églises de Réveil, autrement l'église de Dodo Kamba, que je rappelle à mon frère Faustin, que l'église de Dodo Kamba a un siège, je crois, c'est sur l'avenue Biangala, et puis aussi sur la 5e rue. C'est un révérend, c'est un évêque qui a dit cette église. Ce n'est pas une église fictive, hein, c'est une église. Okay. Parce que moi je connais, j'ai habité à Salomo, je connais là l'église de Dodo Kamba Salomo, et puis à Limité, non loin des sièges de Pusumabilo. Okay. C'est une petite fois. Alors, donc c'est une église qui existe. L'église catholique, dans sa mission, pour l'église catholique, s'il doit jouer un rôle, c'est-à-dire quoi? C'est être à côté du chef de l'État, accompagner les chefs de l'État, dans la vision du chef de l'État, parce que c'est le chef de l'État qui doit répondre de tout ça.
à la fin, ce n'est pas l'Église catholique qui dira non, écoutez, parce que nous, on a fait ceci, si le pays... Non, mais l'Église est aussi aux côtés du pauvre, il faut les signaler. L'Église ne peut pas être aux côtés des forts, c'est plutôt aux côtés de moins forts et pauvres. C'est Nanga qui est pauvre, c'est Katumbi qui est pauvre. Je ne dis pas ça. Aujourd'hui, l'Église catholique est en train d'accompagner Nanga, l'Église catholique est en train d'accompagner Katumbi. C'est pas vrai, ce sont des accusations gratuites. Vous rappellerez que Moïse Katumbi avait réussi à y recevoir, je crois que c'est en 2022 ou en 2023, les cardinals en culotte. Katumbi était en culotte recevant les cardinals. Et aujourd'hui, l'Église catholique est en train d'accompagner Moïse Katumbi. L'Église catholique est en train de trouver l'issue pour faire revenir Katumbi, les Nanga, tout ça, pour les chrétiens aussi, dans la gestion de l'État. Alors nous posons la question. Les dialogues, oui. Mais qui répondra de tout le monde de Goma? Qui répondra de tout le monde de Bukavu? Parce que au nom du dialogue que propose l'Église catholique aujourd'hui nous amène l'appellation opposition armée. Donc nous ne pouvons plus dire que Nanga c'est un rebelle, les Bissimois et les autres, c'est une opposition armée. Ce ne sont pas des rebelles d'après l'Église catholique. C'est ça, là moi je suis contre. Parce que si on doit rester, l'Église doit rester au centre, l'Église doit rester du côté de la vérité. Mais c'est quoi la vérité? La vérité est que Nanga a tué nos frères à Goma. La vérité est que Nanga a tué de vie à Bukavu. La vérité est que Nanga ne pas seul, il est avec Kagame. La vérité est que Bissimo et les autres jouent le plan de Kagame. Est-ce que l'Église peut nous dire ça? Et aujourd'hui, quels sont les intérêts de Nanga? Quels sont les intérêts de Bissimo? Quels sont les intérêts de Makenga? Quels sont les intérêts de Wilingoma? Si nous devons nous mettre autour de la table avec tous ces acteurs-là, c'est quoi leur intérêt? D'où les dialogues nationaux à la République pour écouter tout ce qu'ils auront à dire. Non, écoutez, s'il faut écouter tout ce qu'ils veulent dire, nous étions à Doha. Nous étions à Doha. Et nous avons entendu ce qu'ils veulent. Et moi, je pense qu'il n'y a plus opportunité de se mettre autour de la table avec le Bissimois, les autres. Ce dialogue doit être entre les Congolais. Pas avec je suis d'accord qu'on puisse se mettre autour de la table avec l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo. On peut se mettre autour de la table avec les autres opposés, avec Martin Fayulu, tous ces mondes-là, mais pas avec ceux qui ont tué des gens à Goma, pas avec Nanga, parce qu'ils ont leurs revendications. Ce qu'ils veulent, c'est quoi? Gérer la partie orientale. Et ça, on ne cédera pas. Merci Évariste. Faustin, vous venez de suivre Évariste. Il a indirectement dit le pourquoi le président n'accorde pas beaucoup d'intention à ces projets de dialogue national inclusif. Et en même temps, quel format vous voyez ou quelle configuration vous voyez, puisque à ces jours, il faut le dire, Kabila est en exil, sa peine de mort a été requise. Il faut aussi parler de la condamnation de Matata Ponyo, qui est en dehors du pays, Katumbi, et d'autres cadres de l'opposition. Quelle est la configuration que vous voyez pour tenir ces dialogues nationaux inclusifs? Vous venez de le dire que le président Joseph Kabila, qui a géré ce pays pendant près de 18 ans, où les acquis de sa gouvernance sont visibles. Et si le président de la République a pu aller pour la première fois en Belgique et ramener la dent de Lumumba, c'est grâce à Kabila. C'est parce que Kabila avait, avec Matata Ponyo Mapon, acheté des avions d'occasion qui n'ont pas pu acheter depuis qu'ils sont à la gouvernance aujourd'hui, qu'on a pu ramener la dent de Lumumba. Donc vous voyez, c'est Joseph Kabila qui a pu faire ça. Aujourd'hui, le président de la République laisse faire la parodie de la justice pour pouvoir faire condamner avec les méthodes bancales, avec les méthodes iniques, Joseph Kabila Kabange. Nous sommes attachés à l'histoire, nous, peuple congolais. Nous savons que ceux qui ont bien travaillé pour ces pays sont toujours gratifiés par l'histoire. Aujourd'hui, si nous pouvons voir dans une république qui se veut démocratique, dans une république qui se veut dans un état de droit, où on nous dit, on nous chante à tue-tête que le président de la République serait garant de la nation. Comment il n'a pas pu garantir la sécurité des Congolais de Bukavu? Comment il n'a pas pu garantir l'intégrité territoriale? Il est garant en quoi? Comment il n'a pas pu garantir la sécurité des finances du peuple congolais? Comment il n'a pas pu garantir le Congolais qui meurt de faim? Parce que vous savez qu'on n'en parle pas assez. Les Congolais meurent plus
avec la faim qu'avec les armes. On parle de 7,2 millions de Congolais qui sont en voilà, sécurité alimentaire. Les Congolais meurent de la corruption. Et les responsables de la corruption, vous allez nous demander de s'asseoir avec eux autour de la table. Les responsables qui ont détourné l'argent public, ils sont laissés parce qu'ils sont pères des familles. Et ça, ce n'est pas mes mots, c'est les mots du chef de l'État qui a dit non, laissez-les, c'est un père des familles. Matata Paul Mapo n'est pas père des familles. Vous voyez qu'il y a eu une justice, oui, une volonté sélective de pouvoir diaboliser les uns et condamner les autres. C'est dire, nous, on est tout blanc et ils sont tout noirs. C'est cette logique-là, c'est cette dualité-là qu'il faudrait briser pour arriver à un pacte social du bien vivre ensemble. Et si on devrait scanner, analyser chaque Congolais et ceux qui sont aujourd'hui, et même ceux qui sont à tue-tête en train de considérer qu'ils seraient garants, je préfère utiliser d'ailleurs les conditionnels sur ces points-là, qui seraient garants de la nation. C'est vrai que sur les termes, sur le fond, oui, c'est lui qui occupe les fonctions de président de la République est aussi garant de la nation. Mais l'effectivité d'être garant est justifiée par la qualité de la gouvernance que vous implémentez dans votre gestion. Et si aujourd'hui, sur base de la gestion et sur base du leadership qui est appliqué dans ce pays, est-ce qu'on peut réellement dire que les garants actuels ou celui qui assume les fonctions du président de la République est réellement garant de la nation? C'est une question à se poser. Et nous sommes en train de vivre dans un pays où un ancien président de la République est jeté en pâture en oubliant que en décembre 2028, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ne pourra plus engager le peuple congolais en tant que président. Il sera aussi président honoraire. Et on aura créé une jurisprudence que je ne le souhaite pas, qui pourra aussi être appliquée à son endroit. Parce que nous avons vécu dans ce pays depuis qu'il est au pouvoir. Nous avons constaté les détournements, nous avons constaté la gabegie financière, nous avons beaucoup constaté. Nous avons constaté qu'il y a eu un éminent opposant qui a été tué, mais qu'on nous a présenté comme étant quelqu'un qui a eu à se suicider. Nous nous rappelons aussi de cela. Tout ça est écrit dans des pages de l'histoire. Comme il y a eu aussi des actions qui sont imprescriptibles, même après le départ du président actuel, il y aura toujours possibilité que cette même justice-là puisse faire son travail comme on est en train de la laisser faire son travail aujourd'hui. Donc il faudrait considérer qu'il faut aller sur un schéma qui nous fait avancer vers l'apaisement. Si on continue à se dire que les uns sont des diables et les autres sont des anges, nous allons imploser ces pays. Parce que si vous voulez réellement arriver à un consensus national qui permet de pouvoir consolider notre cohésion nationale, qui a été brisée par notamment une action de changement de la Constitution, nous ne l'avons pas oublié, c'est aussi un garant de la nation qui a voulu changer la Constitution et fragiliser la République. Voyez-vous? Donc il faudrait parler avec tous ces Congolais-là, dire que pourquoi Nanga a choisi d'être dans une opposition armée. Chose que le pouvoir en place n'admet pas. Mais en une minute, Faustin, est-ce que pensez-vous que ces cadres de l'opposition qui sont à l'extérieur du pays reviendront pour ces dialogues nationaux inclusifs? Non, mais vous savez, parmi les étapes que le père de l'ECC, le père spirituel de l'ECC et de la Cinco, associé aussi à d'autres pères spirituels, d'autres confessions religieuses, il y a 4 étapes, si je ne m'abuse. La première étape, c'est un mois de paix, qu'ils ont appelé un mois de paix. Et sur cette étape-là, il y a des mesures où ils ont proposé des mesures qui pourront permettre à ce qu'il y ait la récupération de la confiance entre les uns et les autres. Notamment la décrispation du climat politique, parce que le climat politique est plus crispé qu'en 2016. On avait en 2016 un président de la République qui est aujourd'hui laminé, Joseph Kabila, je ne cesserai pas de les citer, même s'il y a quelques mois on nous interdisait de les citer. On va les citer avec courage d'ailleurs, parce qu'en 2016, pendant que la situation était très compliquée, il y avait, en 30 secondes, je vais en finir là, c'est très important de rappeler l'histoire, très cher Jean Ruffin, que les sphinx d'illimité des restes mémoire étaient toujours alimentés.
Il avait même appelé à ce qu'on puisse arrêter les présidents en fonction. Les Congolais oublient, en 30 secondes, je finis, il a appelé même à l'arrestation de Joseph Kabila à l'époque. C'était celui qui était le père du président actuel. Il était toujours alimenté. Personne ne l'avait inquiété. Il y avait plusieurs opposants qui n'étaient pas inquiétés, Faustin. notamment le président actuel qui continuait à marcher. Merci, voyez-vous. Faustin. Et sous la gouvernance aujourd'hui, on est en train de laminer ce président Joseph Kabila qui a construit et qui a participé à la construction de l'histoire de la RDC. Merci Faustin Simanga. Évariste, vous aurez le même temps en tout cas, puisque nous touchons déjà à la fin. 5 minutes, Et je pense. vous aurez le même temps, croyez-moi. Avant de prendre la question ouverte, pensez-vous qu'aujourd'hui, pour que Félix Tshisekedi, président de la République, puisse vraiment prêter attention à ces dialogues nationaux inclusifs, faudrait attendre la fin de son mandat pour ensuite voir le dialogue entre l'opposition et le pouvoir en place, puisqu'il n'est pas encore à la fin. Il nous reste 3 ans à peu près. Je vous rappelle que ce dialogue n'est pas prévu par la Constitution. Donc, ce n'est pas dans les calculs constitutionnels du chef de l'État. Et je voulais ici, mon ami qui a traité les Congolais d'avoir une courte mémoire, mais je ne pense pas que les Congolais aient une courte mémoire. Si vous parlez aujourd'hui que les Congolais meurent plus de faim que de balles de coups de feu, moi je vous dirais que vous devez avoir honte. Honte pourquoi? Parce que si les Congolais meurent de faim aujourd'hui, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Continuez à mettre votre cravate rouge comme à Tata Pogno, mais vous vous souviendrez que les projets agroalimentaires... Non, mais je vous rappelle... Allez-y, on est très habitués. Vous parlez de la sécurité alimentaire. Allez-y. Et je vous rappelle que si les Congolais meurent de faim aujourd'hui, c'est parce qu'un grand projet agroalimentaire a été initié et que votre mentor a bouffé l'argent, a détourné l'argent. En l'occurrence. Oui. Donc si aujourd'hui on avait ici projet agroalimentaire, les Congolais ne continueraient pas de mourir de faim comme ils en meurent aujourd'hui. Donc vous êtes responsable. Merci beaucoup. Je pense que je vous ai quand même répondu. Et aujourd'hui, vous parlez des Kabila jetant partout. Je ne voulais pas faire de fixation personnelle. Mais je vous rappelle, quand vous parlez des opposants qui sont morts, quand vous parlez de gens qui ont été tués, ne parlez pas de Chéribin, mais parlez plutôt de Bazana, parlez plutôt de Chebeya, parlez plutôt de mon ami de Lemba, Rossi Mukendi. Ok? Il faut aussi citer ces noms-là. Mais il faut aussi citer Chéribin, Mukendi et tous ces mots. C'est ce que je dis. Ne vous limitez pas à citer Chéribin, mais continuez à citer Chebeya, continuez à citer Bazana, continuez à citer donc nous pourrons dire que c'est l'éternel recommencement en quelque sorte. Et je pense que vous citerez beaucoup de noms avant d'arriver à Okende. Allez-y à la question. Donc vous citerez beaucoup de noms avant d'arriver à Okende. Allez-y à la question. Et on sait qui en est responsable. Cher Jean Rifin, je vous ai dit, le chef de l'État a un mandat constitutionnel de 5 ans. Et il gère dans son mandat constitutionnel. Et les calculs de dialogue, ce n'est pas le plan de Tshisekedi. Moi, je vous dis, ce n'est pas le plan de Tshisekedi. D'après la gestion actuelle, le chef de l'État sait très bien qu'en 2028, il faut qu'il y ait des élections. Mais je vous rappelle que les circonstances actuelles peuvent faire qu'il n'y ait pas d'élection en 2028. Vous présagez cela? Non, écoutez, je vous rappelle qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation sécuritaire très tendue. La crise politique est en train de prendre d'autres envergures. On doit faire de notre mieux. Ne pas suivre seulement ce que disent la CENCO et les CC, mais on doit entrer dans la pensée du chef de l'État. On doit arriver à trouver la paix. Si on doit se mettre autour d'une table, il faut que ceux qui sont en train de soutenir cette rébellion arrêtent de soutenir cette rébellion parce que nous avons besoin que l'effectivité du territoire national soit sous la gestion de nos forces armées, sous le contrôle de nos forces armées, pour nous permettre d'organiser les élections en toute sécurité. Vous penserez qu'on doit organiser des élections en 2028 sans Goma, sans Bukavu et sans d'autres territoires? Et s'il vous plaît, je ne pense pas. Donc, on doit arriver à unifier le pays. Mais je vous rappelle que le chef de l'État a un mandat constitutionnel de 5 ans. Exact. Et dans 5 ans, le chef de l'État se prépare à organiser les élections. Vous y croyez donc?
Nous allons prendre la question ouverte puisque nous touchons à la fin, messieurs. Dialogue national inclusif. Pour quel but et quelle issue? Je commence avec vous. Dialogue national inclusif, dans ma pensée, et celui du pouvoir, c'est pour cimenter la cohésion nationale. On doit aujourd'hui faire comprendre aux Congolais que nous sommes un. Que vous soyez de l'Est, que vous soyez de l'Ouest, nous sommes un. Le Congo est un et indivisible. Nous devons travailler pour l'intérêt du Congo. Nous devons travailler pour l'unité du Congo. C'est pour moi le but ultime de ce dialogue, s'il doit y en avoir. Et ce dialogue doit avoir lieu sous l'égide du président de la République, celui des garants de la nation, celui qui doit convoquer ces dialogues, si il faut qu'il y ait ces dialogues. Faustin? Vous savez, il faudrait rappeler à notre très cher compatriote que les élections qui se sont déroulées en 2018 ont été organisées sans une autre grande partie de la RDC. Ça n'a pas empêché qu'il y ait un président élu où on a estimé par la Cour constitutionnelle notamment qu'il représentait une certaine sensibilité générale du pays. Donc s'appuyer sur cette rhétorique de l'occupation de Bukavu et de Goma pour justifier, parce qu'on vous voit venir, hein, les acteurs du pouvoir, pour justifier la non-organisation des élections, c'est quand même assez frauduleux. Parce que c'est votre responsabilité, puisque vous avez insisté sur une qualité ou une qualité institutionnelle du président de la République, être garant des institutions, être garant de la sécurité des Congolais, être garant du territoire. Pourquoi il ne récupère pas les territoires? Allez-y à la question, perdus. puisque nous sommes déjà à la fin. On est à la fin. Je dirais ceci. Le dialogue national, c'est plus pour pouvoir créer une vision commune des gestions de ces pays pour qu'à l'horizon 2060, nous puissions arriver à remettre ces pays sur la voie du développement. Dialogue national pour traiter les causes profondes de la crise. Dialogue national pour permettre à ce que le Congolais puisse renouer avec l'unité qu'ils ont toujours eue, mais qui a été notamment fragilisée par une volonté de pouvoir changer la Constitution. Il faut le dire, que l'unité a été fragilisée aussi par cette action-là, où le président de la République avait estimé qu'il pouvait ne pas écouter quiconque et estimer que personne ne pouvait l'empêcher. Voilà. Merci Faustin. En 10 secondes, vous n'y allez pas pour le partage de postes? Mais écoutez, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, il y a besoin de partager les postes? Je veux vous répondre en 30 secondes. Vous avez Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo, ça dépend de qui vous soutenez. Vous l'amenez dans un championnat congolais où il n'y a pas de match de football qui respecte les jours, les heures. Il va jouer pour marquer quel but, dans quel poteau? Merci beaucoup Faustin. Merci à vous, madame, messieurs, d'avoir suivi Semaine en 45 de ces jours. Nous avons eu l'honneur de recevoir pour vous Évariste Tshiswaka, communicateur et cadre du parti Orange, Union Sacrée de la Nation. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions sans filtre. Merci beaucoup, cher Jean-Rufin. Laissez-moi dire à Chimanga qu'aujourd'hui est mieux qu'hier. Merci. Et aujourd'hui, le transport est à 500 et en face, nous avons reçu pour vous. En face, nous avons reçu pour vous, pardon, Évariste. En face, nous avons reçu pour vous Faustin Simanga, qui est communicant et cadre LGD. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci aussi à vous, chers téléspectateurs et auditeurs et aussi internautes, d'avoir suivi ce nouveau numéro des Semaines en 45. Nous reviendrons la semaine prochaine avec une nouvelle thématique. Portez-vous bien dans vos demeures.